Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline avec Vincent Herouet d'Europe 1, avec Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, Alexandre Devecchio du Figaro et Gilles Montré, essayiste, ancien diplomate à Moscou. On va évoquer l'offensive russe qui a commencé dans le Donbass de manière massive avec des dizaines de frappes de missiles sur Donetsk. Est-ce que l'on assiste à l'assaut final des troupes russes? Explication de Mathilde Moreau et débat ensuite sur notre plateau. La région de Donetsk sous les tirs cette nuit. La Russie affirme avoir mené des dizaines de frappes aériennes et de missiles. Une offensive confirmée par le gouvernement ukrainien. Les occupants russes ont intensifié les opérations sur toute la ligne de contact. Les principaux efforts de l'ennemi visent à percer la défense des troupes ukrainiennes dans les oblasts de Lugansk et de Donetsk, ainsi qu'à établir un contrôle total sur la ville de Mariupol. Mais les forces ukrainiennes sont prêtes à tout pour défendre leur pays. S'ils mettent un pied sur nos terres, ils y resteront pour toujours. On les enterrera ici. La ville de Kremina, située à une cinquantaine de kilomètres de Kramatorsk, la capitale du Donbass, aurait été reprise hier. À quelques kilomètres de là, près de Roubijne, les habitants encore sur place vivent dans l'angoisse et l'incertitude. Ce n'est pas clair. Nous ne savons même pas d'où viennent les frappes. La Russie appelle ce matin tous les militaires ukrainiens à déposer leurs armes dès maintenant. Voilà pour le point de la situation militaire. Vincent Herouet, est-ce que c'est l'assaut final ou pas? Alors, c'est une nouvelle phase dans la guerre et c'est sans doute là où le sort de la guerre va se jouer. Et c'est important parce que le Donbass, c'est là où elle a commencé finalement. Alors, c'est une guerre très différente de ce qu'on a vu depuis 1 mois et demi, parce que ce n'est plus la guerre des villes, c'est au contraire vous avez vu le paysage, c'est un bassin, mais c'est en même temps une très grande plaine qui est parfaite pour faire, pour faire dérouler des chars. Voilà, exactement, pour les tapis de bombes et pour les blindés, ça va être une guerre très différente face à un ennemi, l'Ukrainien, qui est enterré, qui est fortifié, qui est aguerri, parce que cette ligne de front, elle dure depuis maintenant 7 ans. C'est là où les 2 tiers de l'armée ukrainienne sont encasernés, se préparent depuis longtemps à cet assaut. C'est là où il y a les meilleurs régiments. Ça va être donc à la fois dur, ça risque de durer longtemps aussi, parce que les Russes, ils sont quand même cassés les dents à chaque fois qu'ils ont essayé de forcer cette ligne de démarcation établie par les Ukrainiens. Il y a un mouvement qui est très confus à comprendre quand on regarde la carte, pratiquement un bac à sable, parce qu'il y a un mouvement tournant des Russes, mais qui sont eux-mêmes encerclés qui sont encerclés les Ukrainiens, mais eux-mêmes, les Ukrainiens cherchent à couper la ligne d'approvisionnement des Russes. Ça, c'est un détail, mais c'est très important, parce qu'on est à plus de 1500 km de la frontière polonaise. C'est-à-dire que pour acheminer du matériel ou des renforts, ça va être beaucoup plus compliqué que quand ça se passait dans le nord, vers Kiev, évidemment. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a entendu ces dernières semaines, et avec de plus en plus de véhémence, le président ukrainien réclamait de l'aide immédiate, de l'aide d'urgence. Il a obtenu des drones tueurs, de l'artillerie de longue portée, des blindés des Américains, qui ont monté vraiment en gamme considérablement leur aide militaire, mais ils se retrouvent aujourd'hui face à un ennemi qui est puissant et qui est, lui, tout à côté de ses lignes arrière. Et donc, ça risque de durer un bon bout de temps et d'être très dur, oui. Gilles Montré, le ministre de la Défense, dit l'Occident fait durer le conflit en justement abreuvant les Ukrainiens d'armement. C'est évidemment l'argument russe, mais il est indispensable d'aider les Ukrainiens d'une façon ou d'une autre. Alors Vincent Herouet a évidemment parfaitement raison. On est passé dans une toute autre guerre depuis 15 jours. Une guerre qui est beaucoup plus violente, et puis par ailleurs une guerre qui est la seule issue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de négociations, ou il n'y a plus d'avancée quelconque dans les négociations. D'ailleurs, même Zelensky a dit il y a 2 jours, de toute façon, lorsque Mariupol va tomber, si jamais ils vont jusqu'au dernier soldat ukrainien, on sera dans une impasse. On est dans une impasse. Il n'y a plus que la guerre.
Et le secrétaire d'État américain, Blinken, a même dit que cette guerre va être très longue. Il parle de jusqu'en 2023. Donc on s'enfonce dans un conflit très dur, très long, comme d'ailleurs a été le conflit dans le Donbass depuis 2014. Ces deux armées qui connaissent très bien ce terrain-là, qui vont s'affronter ville par ville. Il va y avoir malheureusement d'autres Mariupol. Kramatorsk sera peut-être un autre Mariupol. Et par rapport à ça, les Occidentaux ont plus beaucoup d'options. Donc il y a plus d'options diplomatiques pour l'instant sur la table. Les sanctions, on est allé déjà très loin. Vous savez qu'on parle un peu du pétrole, mais ce qui est en train de négocier à Bruxelles, ce sera un arrêt dans 6 mois des livraisons de pétrole. Donc c'est pas immédiat. Il ne reste plus que l'aide militaire. Les Américains ont repris le leadership occidental sur le sujet depuis déjà 15 jours. C'est eux qui livrent non seulement le plus d'armes, et c'est eux qui livrent les armes dont les Ukrainiens ont le plus besoin. Et pas seulement les armes défensives qui étaient au début, les fameux javelins, les Stinger, mais maintenant des armes que les Russes qualifient d'offensifs, des radars anti-batterie, des canons 155 mm. Et c'est pour ça que les Russes aujourd'hui déploient en fait leur effort, pas diplomatique, mais leur parole pour dire attention à ne pas franchir la ligne rouge. Alors ils n'ont jamais défini la ligne rouge, mais ils ont fait passer une note diplomatique en fin de semaine dernière en disant attention aux Américains, vous allez trop loin. Ils ont commencé à dire aux Turcs, vous étiez censé être médiateur dans ce conflit, vous livrez des drones aux Ukrainiens qui commencent à faire des dégâts, c'est eux qui ont contribué à couler le Moskva. Voilà ce qu'il y a derrière l'attitude russe. Et c'est vrai que nous, Européens, par rapport à ça, on est un peu prisonniers, comme toujours, de nos contradictions. Il y a des pays qui font beaucoup, qui veulent faire beaucoup. La France, d'ailleurs, a montré qu'elle avait, elle n'avait pas beaucoup 100 millions d'euros d'aide militaire. Mais finalement, a montré que c'était une coopération qui était depuis longtemps et qui était importante. Les Allemands sont empêtrés dans des contradictions internes. Vous vous souvenez que les Verts voulaient livrer des chars que finalement le chancelier a stoppé. Donc on est là, on avait été très bon au début du conflit pour livrer des armes létales, 500 millions, puis à nouveau 500 millions, et là, on est dans un moment critique. Vincent Herouet. On voit que les Russes, par exemple, ce matin, ont tapé à côté de Lviv, près de la frontière polonaise. Ils ont visiblement visé les entrepôts où le matériel américain arrive. Était stocké, voilà. Et on sent dans le fait, dans cette mise en... c'est pas une mise en demeure, ni une mise en garde, c'est entre les deux, de Vladimir Poutine disant arrêtez de livrer les armes. Oui, évidemment, si les Ukrainiens étaient entièrement désarmés, ça irait plus vite. Ils pourraient prendre possession du pays en leur expliquant que les travailleurs russes n'ont rien contre les travailleurs ukrainiens. On a vu ça tellement souvent dans l'histoire du XXe siècle. Mais la vérité, c'est qu'on sent une frustration de la part de Moscou dans cette déclaration. Parce que quand même, ils sont tombés sur un os. Mariupol n'est toujours pas tombé. On s'imaginait que la fin de la semaine dernière... Ville fantôme. Oui, mais on pensait qu'il restait qu'un carré de combattants à 40 mètres sous-sol dans les sous-sols de l'usine Azovstal. Pas du tout. Il y a des combats de blindés aujourd'hui même à Mariupol, dans le centre-ville. Donc il y a une résistance qui est vraiment farouche, qui est très déterminée. Et par ailleurs, la perte du navire amiral qui, en réalité, désarme toute la marine, toute la flotte russe qui tenait la côte et qui mettait sous la menace de ses batteries toute la côte ukrainienne, que ce soit en mer d'Azov ou en mer Noire, parce que le Moskva avait à son bord des batteries S-300 qui permettent de neutraliser des missiles sol-mer ou sol-air. Et en réalité, il a été abattu par, semble-t-il, 2 missiles ukrainiens. Il a été coulé. C'est terrible. Et là, ce sont des missiles ukrainiens. On parle bien de missiles ukrainiens. Alors... C'est un vrai débat. Là-dessus, personne. C'est le sujet qui excite. Ce que vous dites, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça excite les experts militaires. Parce que est-ce que c'est avec des drones et puis 2 missiles ukrainiens, ou est-ce que c'est avec l'aide des Américains qu'ils ont fait le coup? En tout cas, c'est un coup qui était un coup au but absolument extraordinaire. On n'a pas vu ça depuis 50 ans. On continue en débattre dans un instant, mon cher Vincent Herouet. Il est 18h45 sur CNews et sur Europe 1. Le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquait juste la question de l'armement ukrainien avec le ministre russe de la Défense qui dit oui, l'Occident fait durer le conflit. Oui. Et c'est vrai qu'il y a certaines villes où les combats se poursuivent. Vous l'avez dit, Vincent Herouet. Lviv, qui est pourtant une ville où il y avait tous les réfugiés ukrainiens transitaient avant d'aller en Pologne, a été visée il y a quelques heures par des tirs de missiles russes. On va écouter le témoignage d'une habitante qui supplie les Européens de ne pas abandonner les Ukrainiens. Où
se bat avec le mal, vraiment un grand mal, avec un démon qui détruit les vies, qui détruit tout. Donc pour nous, il est obligatoire de vaincre ça et de rétablir la vie normale, non seulement en Ukraine, mais dans toute l'Europe. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce grand support qu'on ressent bien, mais surtout ne nous abandonnez pas. Voilà, surtout ne nous abandonnez pas, Gilles Montré. Il faut que l'aide européenne, américaine continue à arriver en Ukraine. Oui, il faut qu'elle continue à arriver, et il faut qu'elle continue à arriver dans la durée. Une fois de plus, on est dans un conflit qui va durer non pas des semaines, mais des mois. Et la semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères britannique a dit quelque chose qui devrait tous nous interpeller. Il a dit attention, il va falloir rester mobilisé pendant des mois. Alors, mobilisé d'abord logistiquement, les Américains ont réuni leurs industries de défense mercredi dernier en disant qu'il va falloir maintenant envoyer des équipements de manière continue et très rapide. Les produire, les envoyer de manière très rapide. Et puis par ailleurs, nos opinions. Parce que bien sûr que les sanctions vont avoir un coût, on le voit déjà un petit peu dans l'inflation, mais ça va être beaucoup plus important dans les mois qui viennent. Or, Poutine, de manière très cynique, la semaine dernière, a dit « Mais vous savez, moi je connais bien l'Occident, les opinions vont flancher. Chez nous, il y a l'ardeur patriotique, dit-il, soi-disant, mais du côté de l'Occident, les opinions vont flancher. Et donc, la capacité de l'Occident, des Européens, à soutenir l'Ukraine dans la durée va être très importante. C'est pour ça qu'il y a un point là, aujourd'hui, au milieu de toute cette horreur, Zelensky a quand même pris le temps de dire « J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on va peut-être avoir notre adhésion, notre acceptation de l'adhésion à l'Union européenne par la Commission beaucoup plus vite que prévu. » Alors on a l'impression que c'est complètement décalé, c'est très technocratique à un moment où il faut se battre. Eh bien non, parce que précisément, ce processus d'adhésion à l'Union européenne, cette perspective européenne, c'est ça qui peut aussi arrimer les opinions publiques européenne au soutien à l'Ukraine. Ça paraît Alexandre Devecchio être une folie de la part de l'Union européenne. Je ne sais pas comment ça se passe, mais admettons que l'Ukraine adhère à l'Union européenne au moment où elle est en guerre. Non, c'est le début d'un processus qui va prendre 10 ans. Mais voilà, c'est l'ouverture d'une négociation. S'il y a une nouvelle guerre, ça veut dire qu'on est alliés et que ce coup-ci, on doit y aller. Ce que l'OTAN n'a pas voulu faire. Non, alors ça sert à quoi? C'est-à-dire que quand on va reconstruire l'Ukraine, on fera des immeubles aux normes antisismiques européennes. Non, mais c'est-à-dire que c'est dans le brouillard de la guerre, c'est essayer d'offrir une vague perspective. Mais c'est très, 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 très loin. Parce que la réalité, si on essaie de se projeter un petit peu dans l'avenir, Gilles Montré parle de mois, on peut parler d'années. Le risque qui pend au nez des Ukrainiens, c'est que leur nation soit le champ clos de l'affrontement Est-Ouest et que ça reste un terrain de manœuvre pour l'OTAN via des proxys et pour les Russes pendant des décennies. C'est un conflit gelé. Ça risque de devenir, l'Ukraine risque de devenir en Europe ce qu'a été par exemple le Liban au Proche-Orient, c'est-à-dire l'endroit où les puissances environnantes s'affrontent. Et si on rajoute les perspectives du FMI là, qui abaisse toutes les prévisions de croissance, qui dit que l'inflation va exploser, etc., ce que vous disiez, Gilles Montré, la pression de l'opinion publique va être forte. C'est-à-dire qu'à un moment, l'opinion publique va réaliser qu'il aurait été peut-être souhaitable de prêter plus d'attention à ceux qui tiraient la sonnette en disant il faut un accord de sécurité avec les Russes, un accord de coexistence. C'est trop tard, les atrocités commises rendent absolument impossible le retour en arrière. Je veux dire, quand ça dure très longtemps et que le prix du chauffage a gonflé considérablement, on commence à chercher des responsables et on les trouvera assez facilement. Donc Poutine mise sur notre faiblesse. Il sait que les Russes sont résilients et ils sont endurants et qu'ils sont derrière le trône, derrière le Kremlin, alors que les Européens risquent d'être plus facilement désunis. C'est vrai. Jean-Sébastien Ferjou et Gilles Montré. Ça dépend quand on se projette dans le temps, justement, parce que la promesse, le contrat social implicite de Poutine vis-à-vis des Russes, c'était dépolitisation forcée, pour le coup,
contre stabilité économique et sociale, et surtout pas de retour au Far West que les Russes ont connu pendant les années 90, qu'on n'a pas bien vu, parce que nous, on était dans la réflexion sur la fin de l'histoire ou la chute du mur de Berlin, mais ça a été absolument épouvantable en effondrement des niveaux de vie, de l'espérance de vie, et en tout simplement Far West dans les rues, avec une criminalité absolument extraordinaire. Donc Vladimir Poutine a rétabli l'ordre dans le pays, et les Russes lui en étaient reconnaissants. Sauf que là, il peut rebasculer dans quelque chose, justement, c'est 15 ans de perdu en matière de gains économiques. Là où l'Europe, de toute façon, le mal est fait, en quelque sorte. Parce que quand bien même on signerait un accord demain où il y aurait un cessez-le-feu avec la Russie, les sanctions ne vont pas être levées demain. De toute façon, les relations économiques, elles sont ce qu'elles sont en l'état, et on imagine mal aller travailler comme si de rien n'était, et ce qui amène d'ailleurs une réflexion sur l'objectif poursuivi par les Américains en la matière, parce qu'une fois que vous êtes dans la logique de décrire, et on voit bien la différence entre la posture d'Emmanuel Macron et celle de Joe Biden, de parler de génocide, alors on peut le comprendre en matière d'opinion générale, mais vous n'allez pas vous mettre autour de la table et puis réorganiser des G7 et des G8 avec quelqu'un dont vous considérez tout simplement parce que ça ne serait pas possible au regard du droit international. Il y a une obligation à intervenir quand il y a un génocide, mais c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser sur le degré à quel point cette guerre avait été quand même préparée. Peut-être que nous n'étions pas suffisamment, en tout cas les Européens. Oui. N'ont pas forcément vu à quel point les Ukrainiens, eux, étaient préparés. Et dans l'autre sens, Vladimir Poutine a son objectif par rapport au 9 mai. Mais quand vous regardez les bataillons qui ont été obligés de se reformer très vite, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été détruits, il n'y a pas eu tant de renforts que ça qui arrivent du reste de la Russie. Il semblerait que ce soit plus un objectif dont la logique est politique par rapport à cet objectif du 9 mai que strictement militaire, parce que la Russie, pour le Donbass, est allée très vite sans que véritablement son armée ait eu le temps de se réorganiser. Gilles Montré. Il y a deux scénarios. Soit la guerre dure des années, comme disait Vincent Hervouet, c'est-à-dire que ça devient un conflit gelé, que c'était déjà. Le Donbass, c'est depuis 2014. C'est une forme de plan B possible pour Vladimir Poutine, qui, dans le fond, atteint mal, à un coût très élevé, ses objectifs d'une Ukraine déstabilisée, qui, du coup, ne peut pas présenter une menace à ses portes. Ce n'est pas forcément un scénario impossible pour les Américains, qui sont très très loin du terrain. C'est un scénario impossible, évidemment pour les Ukrainiens et pour nous, Européens. Et donc l'autre scénario, c'est de trouver une issue à cette guerre. On pensait qu'il y avait une issue diplomatique possible. C'est aujourd'hui, avec les atrocités, repoussé à au moins peut-être plusieurs mois, le temps que des positions se consolident sur le terrain, avec ce que ça veut dire d'atrocités, de bombardements. Mais là, il va falloir aider Zelensky, qui depuis le début est en Ukraine celui qui veut une solution. Il faut comprendre qu'il est isolé par rapport à des opposants qui, depuis le début, comme Timoshenko, disent il faut rien céder, il faut se battre jusqu'au bout. Il a adopté cette rhétorique depuis 15 jours parce qu'il n'a pas le choix. De toute façon, sa population va devoir sanctionner tout accord par référendum. Il s'y est engagé. C'était à la fois très démocratique et puis il n'avait pas d'autre choix. Il va falloir l'aider, lui offrir une perspective. C'est là que la perspective européenne est indispensable, sinon on sera coincé. Un dernier mot, Vincent Hervouet. C'est que s'il y a un référendum en Ukraine, il sera forcément perdu. Donc il y a un vrai verrou là, il y a, vous le dites très bien, il y a une priorité, des priorités européennes qui ne correspondent pas forcément aux intérêts américains. Nous ne sommes pas dans la même situation, même si on fait semblant d'être tous sous le parapluie de l'OTAN et d'aller dans le même soutien à l'Ukraine. En réalité, nos options et nos intérêts sont très divergents. Très limités aussi. Pour les Européens, aujourd'hui, oui. Et ce sera difficile de les garder unis. Mais cela dit, les sanctions, pour l'instant, la Russie les prend avec une certaine désinvolture et semble s'en moquer. Pas forcément la classe moyenne qui peut plus voyager, mais tous les autres. Mais elles vont finir par faire mal, et de plus en plus mal. Et là, il y aura peut-être quand même de quoi amener le Kremlin à, non pas récipicence, mais au moins à discuter, à négocier. Juste un mot, Vincent, je ne suis pas sûr que le référendum soit nécessairement perdu. Ça dépend précisément ce qui est sur la table. Quelles sont les concessions qu'on demande aux Ukrainiens et quelles sont les perspectives qui sont ouvertes. Les concessions, on les connaît déjà. Ce sera le Donbass et la Crimée. Oui, c'est ce qu'on dit les Russes. Mais, minima. Bien sûr. Mais le Donbass dépend du conflit actuel dans le Donbass. Et par ailleurs, les perspectives, c'est ce qu'on vient de dire, la perspective européenne, les garanties. À un moment, il y aura une lassitude qui va être colossale des deux côtés. Et oui, on peut voter pour la paix. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, je vous retrouve sur Europe 1 pour la suite de nos débats. Et sur CNews, c'est Christine Kelly qui vous attend avec ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes. Laurence Ferrari sur Europe 1.